Donc, bienvenue à tous pour ce nouveau webinaire organisé par le Réseau des villages. On traitera aujourd'hui de la faillite de sa start-up, un sujet difficile à aborder mais qui peut être très utile en cette période compliquée. Donc, comment prévenir ou gérer la faillite de sa start-up? C'est la question à laquelle Pierre Jarosset, qui est expert comptable et commissaire aux comptes et qui exerce également une mission de juge au tribunal de commerce de Paris, va répondre dès maintenant. Donc, Pierre, je te laisse la parole pour commencer. Bon webinaire à tous. Merci Audrey et bonjour à tous. Merci d'être nombreux à nous regarder, j'espère. Donc effectivement, on est dans une période un petit peu compliquée pour les entreprises et en particulier pour les jeunes entreprises. Il y a beaucoup de mesures de soutien qui ont été d'ores et déjà proposées par le gouvernement. Alors je les rappelle brièvement, hein, vous les connaissez, le chômage partiel, les reports d'échéances fiscales, sociales, le fonds de solidarité et bien sûr, on y reviendra, le PGE. En fait, si on regarde l'ensemble de ces mesures, l'objectif numéro un, c'est surtout d'éviter les impasses de trésorerie, d'éviter que les entreprises se retrouvent à court de cash. Malgré toutes ces dispositions, il est clair que certaines entreprises vont se trouver confrontées à ces fameuses impasses de trésorerie et c'est alors que malheureusement surgit le spectre du dépôt de bilan, qui est toujours un petit peu difficile à aborder pour un chef d'entreprise. Alors, qu'est-ce que recouvre concrètement cette notion? Est-ce que d'abord on doit la considérer comme la condamnation et la fin de l'entreprise concernée? Quel impact la crise sanitaire que nous vivons aujourd'hui a sur les procédures préexistantes, hein, puisqu'elles n'ont pas été fondamentalement modifiées? Donc, autant de questions auxquelles je vais essayer de vous répondre le plus concrètement possible aujourd'hui. Pour comprendre les procédures, je vais devoir malheureusement aborder un certain nombre de concepts techniques qu'il va falloir exposer, qu'il va falloir intégrer, parce que sinon, on ne peut pas se comprendre. La notion centrale, vraiment très, très importante, autour de laquelle le chef d'entreprise doit se déterminer par rapport à cette question qu'on va appeler en termes génériques du dépôt de bilan, c'est celle d'état de cessation des paiements. Qu'est-ce qu'un état de cessation des paiements? Alors, il est défini par la situation dans laquelle l'entreprise ne peut plus faire face à son passif exigible au moyen de son activité. Autrement dit, en bon français, il ne dispose plus de la trésorerie, du cash nécessaire pour payer ce qui doit l'être immédiatement après tout report d'échéance sur les sommes à payer qu'il ait pu faire et qui ont été acceptées par ses créanciers, bien sûr, et tous les encaissements possibles qu'il ait pu réaliser. Lorsqu'il a tout reporté, que ses fournisseurs ont accepté les reports, lorsqu'il a tout encaissé, tout ce qu'il pouvait encaisser immédiatement et qu'il n'y a plus de trésorerie pour ce qui doit être payé demain, on est en état de cessation des paiements. Alors la loi impose au gérant ou au président de déclarer cet état à ce qu'on appelle une DCP, une déclaration de cessation des paiements auprès du tribunal de commerce dans un délai de 45 jours de sa constatation. Attention, la poursuite d'infraction. Il y a des sanctions, l'interdiction de gérer, mais plus grave encore, le comblement de passif, c'est-à-dire, à contrario de ce que l'exploitation en société permet, c'est-à-dire de ne pas être responsable du passif de la société, des dettes de la société. Si l'on ne respectait pas le délai de 45 jours après avoir constaté l'état de cessation des paiements, eh bien, le dirigeant pourrait être poursuivi pour payer ce passif. À compter du moment où on a constaté, ou pressenti ou constaté, on verra qu'il y a une petite différence entre en fait, on pressente son état de cessation des paiements ou qu'on constate. Plusieurs dispositifs légaux vont se présenter et qui sont en fait des véritables choix stratégiques pour le dirigeant. Donc en fait, il faut considérer deux possibilités. Soit la poursuite de l'activité est possible moyennant quelques aménagements, et en dépit de l'état de cessation des paiements, il y a une poursuite d'activité possible si on s'organise, soit la poursuite d'activité est impossible. Dans tous les cas, il faut analyser cette dichotomie avec beaucoup de réalisme. Il faut savoir que les organes de contrôle de la procédure, ils sont les administrateurs judiciaires, ils sont les tribunaux de commerce,
ne se laisse jamais longtemps abuser par des visions trop optimistes. Ça ne dure jamais très longtemps, on se fait toujours rattraper, donc il faut être objectif. Alors, on va commencer par la pire des situations, hein, qui est celle dans laquelle il n'y a pas d'objectif réaliste de poursuite de l'activité. Et dans ces cas-là, si on est en cessation des paiements, ce qui peut être le cas, par exemple, d'une entreprise qui perd son produit ou ses clients, ou en tout cas d'une activité qui générerait un revenu tel que les moyens mis en œuvre pour y parvenir seraient plus coûteux que leur prix de vente. Alors, la liquidation est inévitable. On peut prendre un exemple célèbre que tout le monde connaît bien, c'est Kodak. Kodak, c'était le géant mondial de la photo. Personne n'aurait imaginé qu'il puisse s'effondrer un jour, mais le problème, c'est que ses produits ont disparu. Du coup, il a disparu, ses clients ont disparu. Les perspectives d'activité de cette société étaient réduites à néant. Elle a été condamnée à être liquidée. En l'absence de perspective, le liquidateur qui aura été nommé par le tribunal va gérer le licenciement des salariés, organiser la vente des actifs de la société s'il en existe. Il peut s'agir de marques ou brevets, je prends l'exemple de Kodak, pour payer les créanciers qui sont de fait, ça, je crois que tout le monde le sait, rarement désintéressés, puisqu'une société qui est au bout de sa vie, qui est en liquidation, dispose rarement d'actifs qui permettent de couvrir tous les passifs qu'elle a accumulés. Vous noterez que le chef d'entreprise n'est pas forcément complètement coupable. Hein. C'est la raison pour laquelle il était souvent marqué d'infamie par le passé. Lorsqu'on avait fait faillite, c'était une catastrophe. Dans la récente loi Pacte de l'année dernière, on prévoit plutôt des conditions d'amnistie, ceci pour un petit peu dégonfler la conséquence de tout ça, dédramatiser la conséquence de tout cela. Dans la loi Pacte, il est prévu, en particulier au niveau bancaire, qu'une amnistie des dirigeants faillis soit instaurée afin d'éviter de les empêcher de recommencer des carrières d'entrepreneurs. Voilà pour la liquidation, sur laquelle il n'y a pas beaucoup plus à dire, sinon que effectivement c'est un moment un petit peu difficile généralement à vivre par le chef d'entreprise, et qu'il a intérêt pour se présenter au tribunal à être accompagné de ses conseils avocats ou experts comptables, parce qu'il vaut mieux leur confier les relations avec les organes de la liquidation. C'est toujours un petit peu difficile à vivre, hein. Je peux en témoigner. Alors, on va se passer dans l'existant, dans l'hypothèse un peu plus positive et sûrement qui correspond plus à vos problématiques, de l'existence de réelles perspectives de poursuite de l'activité de l'entreprise. Alors, à nouveau, deux options. On va souvent être binaire, et vous pouvez le suivre dans le document qui s'affiche, puisque c'est un peu l'arbre de présentation de ce que je suis en train de vous dire. On est passé sur la poursuite d'activité impossible, la liquidation judiciaire. On va aller sur la poursuite d'activité possible. Donc, à chaque fois, on verra qu'il y a une arborescence binaire avec deux voies vers lesquelles on peut s'orienter. Donc, je suis dans la poursuite d'activité possible avec deux choix, soit celui d'une procédure amiable et confidentielle, soit celui d'une procédure judiciaire collective et surtout publique. Dans les deux cas, on va voir que pour le mandat ad hoc et la conciliation, ou pour la sauvegarde ou pour le redressement judiciaire, on va se positionner dans un cas ou dans l'autre en fonction de ce que j'ai indiqué au début, c'est-à-dire du critère fondamental. La société est-elle ou non déjà ou bientôt en état de cessation des paiements? C'est le critère discriminant fondamental. Voyons d'abord les procédures confidentielles, amiables et confidentielles. Si la société ne fait que pressentir ou présage ou envisage son état de cessation des paiements, sans qu'il soit caractérisé, comme je l'indiquais tout à l'heure, je n'ai pas de cash pour payer ce que j'ai à payer demain, elle peut s'engager dans une procédure confidentielle dite du mandat ad hoc. Si en revanche, elle constate son état de cessation des paiements, mais que celui-ci aurait moins de 45 jours, je sais que tout ça est un peu subtil, mais c'est comme ça en réalité que ça se juge, elle peut engager alors une procédure dite de conciliation. Dans les deux cas,
il faut saisir le tribunal de commerce pour obtenir la désignation du commissaire ad hoc ou du conciliateur. Le mandat ad hoc n'a pas de durée maximum fixée par la loi. C'est le tribunal qui le fixe, généralement à 3 mois. Il est renouvelable autant de fois qu'on le souhaite. En revanche, la durée de la procédure de conciliation est limitée à 4 mois. On comprend bien pourquoi. La société a constaté qu'elle était en cessation des paiements depuis moins de 45 jours. On ne peut pas faire durer la période de conciliation indéfiniment, parce que de toute façon, elle finira par se casser la figure. Il n'y a pas d'autre mot. Pierre, je me permets de t'interrompre une petite seconde. On ne voit pas le document dont tu parles à l'écran. C'est celui que j'ai partagé. Est-ce que c'est possible? Parce que je pense que tu n'es plus en partage d'écran. Ah, si. Pardon. Comment puis-je… Ah ouais, alors, en fait, des personnes me disent qu'ils le voient et d'autres me disent qu'ils ne le voient pas. Je confirme qu'on le voit bien. C'est toujours le document de synthèse, cette arborescence de cet arbre de décision, il est toujours affiché. D'accord. Il a été diffusé pour peut-être juste lors de débat. Je crois que Audrey, tu l'as diffusé à tout le monde. Donc, regardez dans vos mails si jamais pour ceux qui ne le voient pas. D'accord? Pour ceux qui ne le voient pas, et en fait, il faut double-cliquer sur le petit onglet en haut à droite qui l'affiche. Désolé, Pierre, de t'avoir interrompu. Pas de problème. J'en étais aux procédures confidentielles, soit mandat ad hoc si on n'est pas encore en état de cessation des paiements, soit procédure de conciliation si on a constaté la cessation des paiements depuis moins de 45 jours. On comprend évidemment très bien l'avantage d'une procédure amiable et confidentielle. En termes d'image pour l'entreprise, c'est tout à fait avantageux, en particulier à l'égard de sa clientèle et en particulier si on a des perspectives de poursuite de l'activité, autant ne pas afficher de telles difficultés. Le mandataire ad hoc ou le conciliateur, ils vont donc alors engager des négociations avec les créanciers, un à un, puisque ça n'est pas une procédure collective, on verra les procédures collectives après, que ce soit les créanciers publics, que ce soit des banques, que ce soit des fournisseurs. Et à l'issue de ces négociations, il y a un contrat, un accord qui est conclu, mais qui n'aura pas la même valeur s'il s'agit d'un mandat ad hoc ou s'il s'agit d'une conciliation. Dans le cadre du mandat ad hoc, il y a un intérêt, c'est que la discussion peut ne concerner que certains créanciers. Je pense par exemple à un pool bancaire. Si certains d'entre vous ont un pool bancaire qui est prêteur dans l'entreprise et que le vrai sujet, c'est de négocier les échéances de ce pool, dans le cadre d'un mandat ad hoc, on peut limiter la mission du mandataire ad hoc à un rééchelonnement des dettes vis-à-vis de ce pool bancaire sans engager du tout les autres créanciers. En ce qui concerne la conciliation, par contre, il faudra un accord unanime pour pouvoir conclure, même si par contre, puisqu'il s'agit d'une négociation de créancier par créancier, chaque créancier peut avoir une négociation qui lui soit spécifique. Encore une fois, on n'est pas dans une procédure collective. La grosse différence à la fin, lorsque l'accord est obtenu entre la société et ses créanciers, dans les conditions que je viens d'indiquer, c'est que le mandat ad hoc, c'est un mandat qui n'est pas homologué par le tribunal. Autrement dit, si une des parties ne s'exécute pas, il va falloir faire une procédure en justice pour obtenir que les choses soient faites comme il est convenu à l'accord. S'agissant d'une conciliation, l'accord va être homologué par le tribunal et il aura force de loi. Qu'est-ce que ça veut dire avoir force de loi? Ça veut dire la force d'un jugement. C'est-à-dire quand on a un jugement en main, on va au tribunal, on va voir un huissier, on lui dit exécutez-le, ce qui est le cas de l'accord obtenu dans le cadre d'une conciliation. Il y a un petit bonus pour les créanciers qui ont accepté de signer cet accord en conciliation, et ça s'appelle bizarrement, et même en droit français, le privilège dit de new money, qui est assez amusant. Monnaie en bon français et new en bon anglais, qui leur permet, si malheureusement, à l'issue de la conciliation et du plan qui a été mis en place, la société venait à se casser la figure, à devoir être liquidée, il serait considéré comme un créancier un petit peu privilégié juste après les salaires
s'il y a des actifs à réaliser et pour les désintéresser. C'est un petit avantage, il serait même avant les créances publiques, URSSAF ou TVA, il serait placé très haut. S'il y a des actifs à vendre, il serait remboursé les premiers. C'est le petit bonus qui leur est fait. Et là, on verra après l'intérêt des procédures publiques et non pas confidentielles, non pas amiables, c'est qu'ils n'interrompent pas le cours des créances. On ne gèle pas le passif. Pendant que la négociation tourne pour obtenir un accord, eh bien, la vie continue et les créanciers peuvent continuer de demander à être payés. Par ailleurs, elle n'ouvre pas droit à l'accès aux bénéfices des AGS, qu'on va voir après, qui est un élément très important pour le paiement des salaires. Et dans le cadre de ces procédures amiables et confidentielles, pas de gel du passif, pas d'AGS, et ça, c'est vraiment important. Et ça me permet d'enchaîner avec les liaisons, avec les procédures publiques non confidentielles. Donc, c'est le deuxième choix avec un petit extincteur, produits judiciaires collectifs et publics, avec deux possibilités, soit la sauvegarde, soit le redressement judiciaire. Là encore, ce qui fait office de juge de paix, c'est la situation d'état de cessation du paiement ou non de la société. Si elle anticipe des difficultés de trésorerie, elle va demander à se mettre en sauvegarde. Si l'état de cessation des paiements est constaté, elle va partir en redressement judiciaire. Alors, les procédures sont engagées là encore devant le tribunal de commerce. Du fait de l'état d'urgence sanitaire qui vient d'être mis en place, il y a eu de grandes mesures de simplification qui ont été mises en place. Je parle du tribunal de commerce de Paris, en tout cas, que je connais bien. Les formulaires sont en ligne. On fait toutes les demandes, tous les dépôts se font en ligne, évidemment avec des pièces complémentaires à fournir. Et l'audience se fait en visio avec des référés d'urgence dans les 5 jours de la DCP. Donc, dans les 5 jours de la déclaration de cessation des paiements, on a un jugement d'ouverture de procédure de sauvegarde ou de procédure de redressement judiciaire. Cette date est importante parce que la date d'ouverture, c'est celle qui va permettre de déclarer que le passif est gelé et qu'on peut accéder aux AGS. Je veux juste indiquer qu'au-delà des formulaires qui sont à remplir, parce qu'il faut remplir des formulaires, bien sûr, pour faire ces demandes, il y a des pièces annexes qui sont très importantes, qui sont en particulier l'état des créances et dettes de la société, et ça passe forcément par un état de mise à jour de la comptabilité qui soit effectif. Je ne plaide pas pour ma paroisse, mais on voit trop souvent des sociétés qui se présentent pour ces procédures et qui ont une comptabilité pas à jour depuis 6-9 mois. Ça fait très, très mauvaise impression au tribunal, très mauvaise impression. Donc, on n'y va pas sans avoir bien mis à jour sa comptabilité, c'est vraiment important. Et la deuxième chose sur laquelle il faut anticiper, parce que ça, c'est plutôt de l'anticipation, c'est la présentation, puisqu'on se positionne comme une poursuite d'activité possible, c'est la présentation d'un plan d'exploitation et de trésorerie, les deux, quelle exploitation prévisionnelle, quelle trésorerie prévisionnelle, qui est joint à la demande, puisque c'est ce qui valide l'hypothèse qu'on a retenue d'une poursuite d'activité possible. Alors, j'en ai parlé, mais j'y reviens parce que ça, c'est vraiment fondamental dans ces deux procédures. Quels sont les avantages? Le gel du passif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès que le jugement de l'accord pour une conciliation ou le jugement de RJ, de redressement judiciaire, sont prononcés, aucun créancier ne peut plus demander à être payé. C'est une procédure collective, il va y avoir une négociation collective, ils bénéficieront d'une proposition tous au même niveau, mais en attendant, on ne les paye plus et ils n'ont plus aucun recours. Ça, c'est vraiment très important. Et la deuxième chose, c'est l'AGS. Alors, qu'est-ce que c'est que l'AGS? C'est l'assurance de garantie des salaires. C'est un organisme pour lequel toutes les entreprises qui ont des salariés cotisent. Il y a une petite cotisation AGS, vous la voyez sûrement sur vos déclarations. Donc, ce sont des fonds, c'est un fonds qui a pas mal d'argent et qui prend en charge, en cas de dépôt de bilan, en cas de redressement judiciaire ou en cas de conciliation, de sauvegarde,
l'intégralité des charges salariales des entreprises qui bénéficient de cette procédure. Quand je dis l'intégralité, c'est tout. Tout est payé. Les condamnations au prud'homme qui viennent de tomber, les charges de licenciement, les congés payés, les primes d'intéressement, la participation, tout est pris en charge dans la limite de 5 années, jusqu'à 5 années en arrière, et avec un plafond par personne de 70 000 €, ce qui est quand même généralement assez suffisant. Pour cette raison, il faut choisir avec soin sa date de déclaration. Vous comprenez bien qu'il vaut mieux faire sa demande de RJ ou sa demande de sauvegarde juste avant d'avoir à payer les salaires plutôt que juste après les avoir payés. Parce que ça fera toujours une échéance de salaire de moins à supporter et un apport de trésorerie en plus disponible pour l'entreprise. Dans le cadre de la crise sanitaire, l'AGS s'est engagée à payer dans les 72 heures les demandes qui lui seraient présentées. Dans les 72 heures. Ce qui signifie, là encore, comme je le disais pour la comptabilité, de plutôt y aller en ayant bien préparé en amont avec son expert comptable les payes, les soldes de tout compte pour lesquels on va solliciter l'AGS. Puisque plus c'est prêt, plus on lui rend préparé vite, plus ils paieront vite vos personnels. C'est vraiment important, puisque ce qu'il faut sauver dans ces situations-là, et surtout si l'activité peut se poursuivre, c'est les équipes, les collaborateurs, c'est le moteur de l'entreprise. Il y a le cash, mais il y a aussi les collaborateurs. Donc, pour ne pas les décourager, il faut vraiment qu'ils soient payés très vite, et ils le seront intégralement jusqu'au dernier euro. Voilà. C'est pas un cadeau, l'AGS, par contre. J'ai oublié de préciser ce détail, c'est pas un cadeau. Il faudra rembourser. C'est-à-dire s'il y a un plan à l'issue de la conciliation, s'il y a un plan à l'issue de redressement judiciaire, on intégrera cette dette comme étant à rembourser parmi les dettes de l'entreprise. Ce n'est pas définitivement un cadeau. Les contraintes. Alors évidemment, le RJ et la conciliation ont quelques contraintes. La première qui leur est commune, c'est celle du respect de l'autonomie financière. Certes, le passif est gelé, mais pendant toute la durée de la période dite d'observation, qu'elle se passe en conciliation ou en redressement judiciaire, la société doit faire état d'une autonomie financière sur ses dépenses courantes. Et en particulier les salaires qui vont survenir après, puisque l'AGS va payer les salaires dus jusqu'à la date du RJ ou de la conciliation, mais à partir du moment où ceci est passé, la société poursuit normalement son activité. Cette activité va générer des coûts, en particulier des salaires. Si la société est des loyers, des choses comme ça, mais la charge la plus généralement sont les salaires, la société ne peut pas y faire face. Il y a transformation immédiate en liquidation. Il est interdit, et quand je dis interdit, c'est interdit par la loi, de faire des pertes en période d'observation. Et l'administrateur qui a été nommé pour surveiller tout ça ne l'acceptera jamais, pour la bonne et simple raison que c'est lui qui paye. S'il y a des pertes en période d'observation, ça sort de sa poche. Donc, croyez-moi, il est vigilant. Les spécificités de la sauvegarde, c'est que, en ce qui concerne d'éventuels licenciements, s'ils sont nécessaires pour que la poursuite d'activité soit possible, est malheureusement contraint à prendre cette décision. La procédure est une procédure normale dans le cadre d'une sauvegarde, c'est-à-dire qu'il faut respecter toute la procédure de licenciement avec les convocations, etc. Ça peut faire perdre un petit peu de temps et de cash à l'entreprise. En cas de RJ, la procédure est simplifiée. Quand je dis elle est simplifiée, c'est l'administrateur qui, en 48 heures, complète et met en œuvre les licenciements nécessaires. Ce qui est spécifique au redressement judiciaire, et là il y a des choses pas très sympas, c'est que le dirigeant est dessaisi de la gestion au profit de l'administrateur judiciaire qui a été désigné par le tribunal. En sauvegarde, si on est moins de 20 salariés,
qui est sans doute le cas le plus général de vous qui nous écoutez, s'il y a moins de 20 salariés, il n'y a pas d'administrateur qui est nommé. Donc le dirigeant, d'abord, il n'est pas sous contrôle de l'administrateur, ça c'est la loi, et en plus, il n'y en a même pas qui est nommé. Il rencontre simplement au tribunal. Dans le cadre du RJ, l'entreprise est réputée en vente dès le début de la procédure. Et l'administrateur, s'il trouve un bon acheteur, il peut forcer la vente de la société. Enfin, dernière spécificité du RJ, pas très agréable, s'il y a des cautions, elles peuvent être actionnées. Si on est en sauvegarde, les cautions ne peuvent pas être actionnées. C'est des détails, mais qui pèsent lourd, quand ils sont mis en œuvre. Donc, l'effet surtout avantageux, encore une fois, de la mise en place d'une procédure de sauvegarde ou d'une procédure de RJ, c'est l'effet cash. Paradoxalement, s'il y a encore des éléments à encaisser, bien souvent, les sociétés qui ont adopté cette procédure, elles se retrouvent avec beaucoup plus de cash que n'en ont jamais vu de leur vie parce qu'elles encaissent leurs clients, leurs créances clients, ou des choses qui leur restaient dues. Par contre, elles ne payent plus personne, ni les salaires, ni les salaires passés, ni leurs fournisseurs. Donc, il y a un effet cash positif qui est intéressant. Encore, ça dépend de l'activité. Encore faut-il avoir des créances à encaisser. Hein, c'est encore un autre sujet. Donc, la période d'observation qui suit, elle est fixée d'une durée généralement de 3 mois par le tribunal pour préparer le plan de sauvegarde. Il peut la reconduire généralement une deuxième fois, en tout cas pas plus d'une troisième fois parce que c'est interdit par la loi. Sauf que là, dans le cadre encore de l'urgence sanitaire, il peut y avoir plus que 3 reconductions. On peut passer à 4 voire 5 en fonction de la situation dans laquelle on se trouve. Il y a des ordonnances qui sont passées à cet égard. Un plan va être proposé à égalité à tous les associés. Et généralement, on propose de rembourser les passifs sur. Alors, quelle est la conséquence en fait de toutes ces réglementations? C'était un peu long, mais c'est nécessaire d'avoir ce bagage ou cette impression théorique avant de comprendre ce qui se passe. Dans la situation actuelle, il y a un aspect très particulier qu'on ne connaissait pas pour l'application de ces dispositions. C'est qu'en fait, pour beaucoup d'entreprises, il y a un arrêt brutal ou quasi total des revenus. Il n'y a plus de revenus tout d'un coup parce que c'est fermé. Il n'y a plus d'encaissement. Si on a un portail en ligne qui n'est plus approvisionné parce que les marchandises ne sont plus livrées de Chine, je dis peut-être n'importe quoi, mais ça peut arriver, en ligne, on n'a plus de revenus. Donc, en théorie, si on regarde bien les choses par rapport à ce que je viens de vous indiquer, ni le RJ ni la sauvegarde ne sont possibles puisqu'il est interdit de grever le passif en période d'observation. Donc, même si on a du chômage partiel, comment est-ce qu'on va gérer le décalage entre le paiement et le remboursement, des allocations de chômage partiel? Le moment où on paye les salaires et le moment où on est remboursé par l'ASF, c'est 3 semaines, 1 mois. Donc, comment fait-on si on n'a plus aucune rentrée? On va être en déficit de trésorerie. Et là, l'administrateur et le tribunal, ils n'ont pas le choix. C'est la loi qui leur impose. Ils vont immédiatement convertir la procédure en liquidation. Donc, aujourd'hui, pour moi, il est un petit peu dangereux. Alors, je vais dire, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il est un petit peu dangereux de s'engager dans un RJ, en tout cas sans l'avoir bien préparé, parce que si on n'a plus de revenus, le risque de se trouver en déficit de trésorerie est très élevé et personne n'aura d'autre choix que de convertir ça en liquidation. Vraiment, ils ne pourront rien faire d'autre. Il ne faudra pas les accabler, ils n'ont pas de choix. Alors, est-ce qu'il vaut mieux opter pour un mandat ad hoc ou, encore mieux, ce que je préfère, mais en tout cas, ou une conciliation? Oui, sans doute, puisque là, il ne peut pas y avoir, on est en procédure confidentielle, amiable, donc il ne peut pas y avoir de conversion en liquidation. Sauf que, comme vous vous en souvenez sans doute, dans ces 2 cas, il n'y a pas de gel du passif. Donc, l'effet cash que l'on a avec RJ ou conciliation, on ne l'a pas avec sauvegarde, on ne l'a pas avec mandat ad hoc ou conciliation. Et ça, c'est quand même un élément important du dispositif. J'ai quand même tendance à penser qu'avec toutes les dispositions qui ont été prises en termes de report des échéances sociales, fiscales, bancaires, avec le chômage partiel,
et bon, éventuellement avec les PGE, l'effet cash lié au gel du passif, on le retrouve presque automatiquement. Hein. Si on gère bien tout ça, on le retrouve presque automatiquement. Par ailleurs, il y a une disposition, là encore, qui a été prise dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, c'est que le délai de 45 jours pour déclarer sa DCP a été reporté jusqu'à la déclaration de la fin de cet état d'urgence sanitaire, plus un mois, pour les sociétés qui n'étaient pas en DCP le 12 mars. Donc, je m'explique, si le 12 mars, notre société allait bien et qu'elle a plongé parce que tout d'un coup, elle n'a plus d'activité et que la trésorerie se trouve à manquer, elle est virtuellement en état de cessation des paiements, elle n'est pas tenue d'aller en RJ. Tant que l'état d'urgence n'est pas décrété et au-delà d'un mois même de cet état d'urgence. Donc, c'est important parce que moi, ça me permet de vous proposer, alors avec toutes les réserves, hein, parce qu'il faut examiner les cas un par un, qui pourrait être pour moi le créneau le plus pragmatique et le plus raisonnable si on est confronté aux difficultés et à la crainte d'un dépôt de bilan. Moi, ce que je ferais, c'est que j'ouvrirais un mandat de conciliation, puisqu'on est en DCP de moins 45 jours, et que de toute façon, au cours de la période de conciliation, il n'y a pas de risque de conversion en liquidation, puisque comme je viens de vous le dire, il y a une disposition spécifique qui reporte à la fin de l'état d'urgence la conversion en liquidation. Évidemment, mise en œuvre du chômage partiel, avec, là, ça ne relève pas du droit, mais du bon sens, et des bonnes relations dans l'entreprise, une négociation avec les collaborateurs pour un décalage du paiement de leur salaire, avec un système d'acompte ou que sais-je, mais pour qu'il n'y ait pas trop de décalage entre le moment où on paye et le moment où l'entreprise perçoit son allocation. Et enfin, mise en place d'un PGE, un plan garanti par l'État. Je vous rappelle deux choses, c'est qu'on est dans une procédure non publique. Alors, bon, les banquiers vont venir vous exagérer de dire ça, mais tant pis, hein, à la guerre comme à la guerre. Si vous demandez un PGE à votre banquier avec votre projet de poursuite d'activité, de reprise d'activité à la sortie du confinement ou pour un petit peu plus tard, si tout ça est crédible, il n'y a pas de raison qu'il ne vous prête pas d'argent et il ignorera que vous êtes placé sous un conciliation qui vous protège en tout état de cause, parce qu'il faut se protéger. Si on est arrivé à ce point de difficulté, il faut que le dirigeant il se protège quand même. Donc, on peut à ce moment-là lui demander un PGE en espérant qu'il l'acceptera et ainsi passer ce mauvais point. Moi, c'est les mesures que je mettrai en œuvre. Si malheureusement cette stratégie devait échouer, lorsqu'on est confronté aux difficultés de trésorerie et de quasi-état de cessation des paiements, pour moi aujourd'hui, il y a un risque, je le dis avec beaucoup de peine, mais il y a un risque très très élevé de liquidation. Il y a un risque très élevé de liquidation, les tribunaux ne vont pas s'encombrer. Alors, sachez quand même que en cas de liquidation, le liquidateur, comme je le disais tout à l'heure, organise des plans de cession d'actifs, c'est-à-dire des actifs corporels ou incorporels, en particulier les incorporels, ça peut être des applis, des sites marchands, des algorithmes qui ont été déposés ou protégés, ou que sais-je. Aujourd'hui, il est interdit de céder aux dirigeants ou à ses parents ou alliés, sauf requête du ministère public, et ça c'est important, sauf requête du ministère public, il est interdit de céder ses actifs qui est antérieurement utilisé et exploité par le dirigeant à lui-même ou à sa famille ou à ses alliés. Ça, c'était pour éviter, excusez-moi l'expression, les carambouilles qui avaient lieu par le passé. Je pose mon bilan, ça reset complètement mes dettes et je repars bien à neuf avec le même business. Donc, pour éviter ça, on a interdit les reprises indirectes de cette façon. Le ministère public peut dire, alors qui est le ministère public, tout le monde le sait, hein, j'imagine, le ministère public, c'est le représentant de l'État au tribunal. Hein,
c'est ce que demande, c'est l'application de la loi demandée par l'État. On peut penser, et c'est des choses qui se discutent, qui se disent déjà pas mal, j'ai parlé avec des administrateurs judiciaires, on peut penser que dans des cas argumentés où les raisons de la situation sont objectivement liées à tout ce qui vient d'arriver et pas à des errements de gestion par le dirigeant, on peut penser que le ministère public aura recours assez souvent à cette requête, ou au moins le penser, plutôt l'espérer, aura recours à cette requête, parce que c'est, qu'on le veuille ou non, le meilleur moyen d'effacer des dettes que personne n'aura les moyens de payer, que les entreprises vont traîner, ça va les plomber. Donc, si on veut conserver des animateurs de projets, des entrepreneurs motivés, qui repartiraient avec des équipes sur des projets viables, qui ne soient encore une fois pas plombés par ce passif, ce serait une bonne solution. Alors, ça résultera forcément de consignes qui seront données par la chancellerie, par le ministère de la Justice, ses représentants dans les tribunaux. Mais c'est un petit bruit qui court parce que cette disposition, elle est possible. Tout ça pour vous dire que si ça devait arriver, si ça devait se passer comme ça, la liquidation, pour ceux qui ont entre les mains un projet qui tient la route, qui a déjà été validé, qui a malheureusement subi les événements qu'on connaît et qui malheureusement devait se terminer en liquidation, il y a peut-être cette petite lumière au bout du tunnel, mais bon, ça n'est qu'une opinion et qu'une impression de discussion entre professionnels. Voilà, j'en ai terminé et j'espère ne pas avoir été trop long. Merci beaucoup, Pierre. Tu nous donnais beaucoup de conseils et beaucoup d'informations très techniques. Donc, j'encourage les participants à profiter d'avoir un expert disponible pour poser l'ensemble de leurs questions dès maintenant. On a une première question de Stéphane qui nous dit: si on a un actif immatériel comme un logiciel développé et que l'on dépose le bilan, que faudrait-il faire pour ne pas perdre cet actif? Voilà, c'était un petit peu ma conclusion. Normalement, aujourd'hui, pour lui, il est perdu. Pour lui. Hein. Le liquidateur aura l'opportunité de le céder, mais normalement, le liquidateur ne doit pas le céder à lui ou indirectement à lui-même. Normalement. Sauf, encore une fois, si le ministère public requérait de le vendre à celui qui l'exploitait précédemment. Il faut vraiment que ce soit le ministère public qui le fasse. Personne d'autre que lui ne peut faire la requête. Alors après, si on a un bon avocat, il peut toquer à la porte du ministère public, il n'aime pas trop ça, mais bon, après, il faut aussi être pragmatique pour aller lui dire, donc, on n'est pas des malhonnêtes, quoi. On n'a pas. C'est l'honnêteté du dépôt de bilan. Je ne sais pas si on peut dire ça. Qu'est-ce qu'on sanctionnait avec cette interdiction de vendre un actif, qui soit corporel ou incorporel, aux dirigeants? On sanctionnait le dépôt de bilan malhonnête. Là, il va y avoir malheureusement il risque d'y avoir plein de dépôts de bilan honnêtes. Et il appartiendra aux avocats d'expliquer au ministère public que ce serait quand même sympa de passer l'éponge et de céder. Il y aura un prix, il faudra payer un petit quelque chose, mais ça risque d'être symbolique, pour que celui qui l'exploitait avant puisse poursuivre son entreprise. Ça, on peut l'espérer. Encore une fois, je ne dis pas que c'est la règle, c'est ce qu'on peut espérer qui va se passer. Merci Pierre, j'espère que Stéphane, tu as eu tous les éléments de réponse qu'il te fallait. Nous avons à présent une question de Jean-Louis. Suite à l'engorgement des tribunaux de commerce, quels sont les retards à envisager pour les dossiers en DCP? Non, alors, comme je le disais tout à l'heure, en tout cas, moi, je connais bien le tribunal de commerce de Paris, puisque, comme disait Audrey, je suis moi-même juge au tribunal de commerce de Paris. On a pris toute disposition pour qu'il n'y ait pas d'engorgement. Sur les procédures collectives, en tout cas. Et depuis le 12 mars, à part la première semaine, il n'y a pas eu de suspension
des séances relatives à ces questions. Il n'y a pas eu de suspension. Tout se fait un peu rapidement, en visio, en ligne, mais pour l'instant, le tribunal voilà, essaye d'assurer. Il risque d'y avoir des engorgements pour les contentieux derrière. Alors là, par contre, pour les contentieux, ça va être plus chaud. Mais pour les procédures collectives, normalement, alors ça dépend des tribunaux, hein, je ne sais pas ce qu'il en est dans d'autres tribunaux, mais en général, tout le monde a essayé de gérer ça, hein, c'est trop important. Donc, pas d'engorgement prévu pour le Pas moment. d'engorgement, il y a peut-être un petit peu plus la queue, Audrey, mais voilà, aujourd'hui, on n'est pas en train d'accumuler des dossiers qui seront traités dans 3 mois. Non, on les traite. On les traite. Donc, il ne faut pas hésiter à engager une procédure au motif qu'elle ne serait pas prise en compte. Surtout pas. Très bien, merci beaucoup. Nous avons Cyril qui nous dit « Mon outil de production sont des ordinateurs et des imprimantes 3D. Tout sera-t-il saisi ?» Il n'y a pas de saisie quand on fait une liquidation. Il n'y a pas de saisie. Il y a un liquidateur qui fait établir un inventaire, une évaluation de ses biens par un commissaire-priseur. C'est-à-dire que les commissaires-priseurs, ils ne vendent pas que des tableaux de maître, hein. Ils servent aussi à ça. Donc, dans les liquidations, le commissaire-priseur va, à la demande de l'administrateur, intervenir dans la société, faire l'inventaire, dire ça vaut tant et faire une proposition de vente enchères. On sait que ça, par contre, ce n'est pas toujours très favorable à la société parce que cette vente aux enchères, elle est souvent elle est faite à des conditions catastrophiques. Mais ce n'est pas une saisie à proprement parler, hein. Une vente et les fonds qu'on retire de cette vente qu'encaisse le liquidateur servent normalement à désintéresser les créanciers et en priorité les créanciers publics, c'est-à-dire la TVA et l'URSSAF. Merci Pierre. Tu nous disais tout à l'heure que la grande majorité des procédures se faisaient en ligne. Est-ce que tu peux quel est le site à utiliser du coup pour lancer ces procédures? Tribunal de commerce de Paris. Hein. Tribunal de commerce de Paris, hein, il y a le bureau, voilà, très précisément, je pourrais vous l'envoyer, mais oui, c'est le tribunal de commerce de Paris. Hein. Très bien, je vais le mettre en lien pour… Je te l'enverrai le lien. Ok, super, je le mettrai dans le mail au récap alors. Alors là, nous n'avons plus de questions en cours. N'hésitez pas si d'autres personnes en ont. Nous avons une personne qui nous dit qu'il décide de clôturer sa société avant les difficultés. Je ne sais pas si face à cette remarque, tu as peut-être des conseils à donner, des alors, à faire. Ça s'appelle une liquidation. En fait, il y a 2 types de fermeture d'une société. Il y a la liquidation judiciaire, c'est celle dont on a parlé depuis tout à l'heure. Il y a la liquidation amiable. La liquidation amiable, en fait, c'est une dissolution décidée par les associés ou les actionnaires. La difficulté que l'on a pour une dissolution amiable, c'est que normalement, c'est pas que normalement, c'est une certitude, la loi l'impose, on ne peut pas dissoudre amiablement si on ne peut pas payer tout le monde. C'est-à-dire que pour dissoudre, il faut avoir payé toutes ses dettes à 100%, sinon ça ne passera pas. Et ça, c'est très suivi, puisque pour dissoudre, je ne vais pas vous faire le détail, mais il y a tout un tas de publications dans des journaux d'annonces légales, etc. à faire, qui font que les créanciers sont informés, parce que les banques qui suivent ça comme le lait sur le feu, et qui voient si la société machin est en train de se dissoudre, alors qu'elle lui doit encore 7 432 € de compte débiteur. Donc, elle va s'opposer, à ce moment-là, elle va s'opposer à la dissolution. On ne peut pas dissoudre si on n'a pas payé tous ces créanciers. On ne peut pas s'échapper. Merci. On a une nouvelle question de Jean-Louis. Si un acquéreur est intéressé par une start-up en ce moment, comment faire pour assurer la bonne suite? Il ne faut surtout pas se placer dans un régime, dans un de ces régimes. Il faut rester extérieur à ça parce qu'on comprend bien que toutes ces procédures sont quand même sous couvert judiciaire. Hein. Dès qu'on est sous couvert judiciaire, il y a toujours tout un tas de gens à qui il faut rendre des comptes. D'accord ?
Donc, si on a un acquéreur préalable aux difficultés, préalable à l'obligation de se placer sous un de ces régimes, il faut surtout négocier avec lui et boucler l'affaire avec lui avant de rentrer là-dedans. Hein. Parce que de toute façon, on va être encore une fois, sous contrôle judiciaire et il faudra expliquer ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas et pourquoi on le fait à tout un tas de gens, ce qui peut que retarder les choses ou les empêcher. Donc non, il ne faut pas. S'il a un acquéreur, il faut qu'il s'en occupe avant de rentrer là-dedans. Hein. C'est clair. Merci beaucoup, c'était très clair. Alors, nous n'avons plus de questions, donc on peut clôturer ce webinaire. Je ne sais pas si toi, tu as des derniers conseils à nous partager avant de se dire au revoir pour aujourd'hui. Je dirais, c'est un petit peu facile parce que voilà, quand on est entrepreneur et qu'on se trouve dans cette situation, c'est pas facile, mais calme et confiance. Hein, calme et confiance, s'entourer des conseils, rien n'est jamais fini. Et puis voilà, donc calme et confiance, hein, surtout. Bon courage. Merci beaucoup Pierre pour le temps que tu nous as accordé. Tu es très occupé en ce moment, donc un immense merci. Pour rappel, j'ai envoyé donc ce document à toutes les personnes qui étaient inscrites. Vous l'avez reçu dans votre boîte mail, je la renverrai dans le mail recap avec le lien du replay et le lien des différentes procédures dans l'après-midi. Donc voilà, n'hésitez pas. Si vous voyez que vous n'avez pas reçu ce mail, vous ne vous inquiétez pas, vous le recevrez cet après-midi. Tu reçois des merci dans l'onglet Q&R et dans l'onglet Converser, Pierre. Donc encore un immense merci. Bon courage à tous et bon week-end. Et on se retrouve pour le prochain webinaire Village. Merci à tous. Bientôt. Au revoir. C'est où les comments?